Donc, oui. Wilfried. On rentre dans le dur. Au rapport. C'est quoi? Les taux d'intérêt qui remontent légèrement, c'est à cause de l'inflation, à cause de ce qu'on appelle les anticipations d'inflation? Oui, je pense que c'est deux choses. C'est à la fois, c'est très lié d'ailleurs, c'est les anticipations d'inflation et c'est le fait d'une normalisation du monde économique. Quand on a des taux d'intérêt qui sont soit bas, soit négatifs, ça veut dire qu'on ne croit plus du tout en ce qui va se passer tout de suite et on dit oh là là, il faut absolument que je mette mon argent quelque part en attendant que tout se calme. Là, on revient dans un monde, on va dire, un peu plus classique, avec un prix du temps, avec un prix du risque, mais ça veut dire qu'on change de monde. Enfin, ça veut dire qu'on Voilà. on bascule de paradigme. Mais alors, juste une petite précision, ce qui va nous amener sur notre discussion, parce que j'entends, moi, assez régulièrement, c'est de la faute des banques centrales, les taux d'intérêt négatifs. Visiblement, non, puisqu'elles n'ont rien changé à leur activité. On est d'accord, Wilfried, au rythme de rachat et à l'ensemble de ce qu'elles avaient mis en place. Et pourtant, les taux d'intérêt remontent tranquillement. En fait, les taux d'intérêt négatifs ont été poussés par les banques centrales et ont été actés par les marchés. C'est-à-dire, ils ont été poussés par les banques centrales pour les taux courts. C'est elles qui les fixent. Et donc, elles fixent le référentiel. Et les marchés ont acté le fait que, bah oui, c'était quand même un monde extraordinairement incertain, et donc on allait escaler là-dessus, et que c'était plutôt une bonne idée d'avoir un prix de l'argent qui était négatif, parce qu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Il fallait accélérer les choses d'une façon ou d'une autre, essayer d'accélérer cette fameuse vitesse de circulation de la monnaie dont on parle régulièrement, d'accélérer les projets, on n'y arrive pas. Voilà. Et non, mais ça, il faut le préciser, taux d'intérêt négatif, ça veut dire que tu espères que en fait, l'argent va brûler les doigts à l'ensemble de ceux qui le détiennent, parce que détenir de l'argent, c'est en perdre, et que donc ils vont essayer de le faire circuler au maximum. Voilà. Sauf que ça ne marche pas. Ça leur brûle pas les doigts, ils sont très contents, au contraire, ça leur tient chaud. Voilà, exactement. Bonne image. Finalement, ça marche pas comme ça. Et donc, progressivement, on se rend compte, le monde, et c'est heureux quand même, se normalise. On a un certain nombre de tensions sur les matières premières. On a fait remonter des coûts sur le souverainisme économique, des coûts sur l'écologie, des coûts sur la santé. Donc, on a fait remonter un certain nombre de coûts. Et donc, on voit que tout ceci commence à infuser gentiment dans l'économie. On commence à avoir, dans certains secteurs aussi, une petite pénurie de main-d'œuvre. On le voit largement aux États-Unis, où vous avez McDonald's, Chipotle, Amazon qui commencent à monter les salaires, même sans qu'on leur ait rien dit. Ils disent non, mais c'est bon, nous, $15 de l'heure, voire même $18 dans certains États, on fait. Bon, tout ceci change un peu la face du monde, et donc on commence à se dire que l'inflation à 0, 0,5, c'est en train de changer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aller vers des périodes d'inflation à 4-5%, mais ponctuellement, ça peut aller là. Ponctuellement, on est à 4%. Voilà. Aux États-Unis, ponctuellement, on est sur une inflation à 4%. La Réserve fédérale dit ponctuellement. C'est des effets de base d'abord très défavorables avec l'année dernière. Toutes les comparaisons d'ailleurs vont être faussées dans l'année qu'on va vivre. Mais je veux juste revenir sur ce que tu disais sur le manque de main-d'œuvre. Ça veut dire que les chiffres qu'on va voir, par exemple, sur le fameux baromètre de l'emploi américain, toutes les semaines ou tous les mois, les fameuses NFP, Non-Farm Payrolls. On va aller taper un peu sur les limites du marché de l'emploi américain, c'est-à-dire l'ensemble de ceux, ils sont peut-être très nombreux, mais qui n'y retournent pas pour tout un tas de raisons. Exactement. Mais qui n'y retournent pas, en fait. Exactement. Soit parce qu'ils ne veulent pas y retourner, soit parce qu'ils ne peuvent pas y retourner. Typiquement, il y a des gens qui ont déménagé, il y a des gens qui ont... Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, il y a encore toute une partie de l'économie qui n'est pas réouverte, en particulier dans la partie des gardes d'enfants. Toute la partie, justement, des centres aérés, tout ça, tout n'est pas réouvert dans tous les États. Et donc, il y a des pans entiers de la main-d'œuvre qui a du mal à revenir dans des endroits qui sont très, très demandeurs, mais y compris en termes d'intensité d'horaire. Tout ce qui est café, hôtel, restaurant, tout ça, ça demande beaucoup. Et il y a également des endroits sur lesquels ils n'ont juste pas anticipé la violence de la reprise, y compris en termes de logistique, de manufacturier. À un moment, il faut anticiper, c'est compliqué. Et donc, face à l'ensemble de ces signaux qui sont compliqués à analyser, on va le dire comme ça. Oui, c'est un peu contradictoire. Ouais. Revient peut-être une thématique qu'on avait eue, je ne sais plus il y a combien de temps, mais qu'on avait eue il y a quelques années, la peur d'une erreur de politique monétaire. Tout à fait. On est exactement là-dedans. Et moi, ça me rappelle fondamentalement la période, et je pense que les banquiers centraux sont figés sur la période 2008-2011, la précédente crise, où il y a eu deux grandes erreurs de politique monétaire, en particulier de la part de la Banque Centrale Européenne, de Jean-Claude Trichet, à l'époque, qui, en 2008 puis en 2011, remontent les taux. Donc, juillet 2008 et juillet 2011,
il se dit, attention, le prix du baril de pétrole est en train de monter très fort. En avril 2008, le prix du baril de pétrole est à $140, on l'a oublié, $140 en avril 2008. Il est encore au-dessus de $100 en 2011. Et à chaque fois, il remonte les taux en disant, attention, il va y avoir de l'inflation. C'est ça. Et il casse la reprise. Et il casse, et tout le monde lui... En tout cas, il y a un certain nombre d'économistes qui disaient, attention, tout est extrêmement fragile, ne prenez pas comme étant pérennes des signaux qui sont des signaux temporaires. Et je pense que les banquiers centraux, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, ont les yeux rivés finalement sur la crise d'avant, en disant qu'il ne faut surtout pas faire d'erreur. Voilà, mais je veux juste qu'on se rappelle bien, parce que c'est très intéressant cette période d'avril 2008, mars-avril 2008, c'est une période où des économistes renommés et avec des chiffres fondés disent la crise est derrière nous. Ouais. Lehman n'a pas encore fait faillite. Non, on a 3 mois de la faillite de Lehman. On n'a pas encore compris le feu qui couvait en fait dans le secteur financier. Je me souviens très bien de la phrase, je la connais par cœur, la phrase de Daniel Bouton en présentant les résultats de Société Générale. Nous sommes face à l'explosion d'une colossale bulle de crédit, mais en tant que banque, nous y sommes peu exposés. Et donc, c'est ces périodes-là qui sont vraiment ultra complexes. Exactement. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire comme erreur, là, nos banques centrales? C'est-à-dire débrancher trop vite l'ensemble de ce qui nous soutient, là, la pompe à oxygène? C'est avoir le mauvais équilibre. C'est-à-dire qu'on est en train de changer de monde dans un monde qui est quand même fondamentalement plus inflationniste. On a des tensions inflationnistes. Ça, pour toi, c'est une certitude. Il va être plus inflationniste. Je ne dis pas qu'il va être aussi inflationniste que dans les années 60-70. Coût de santé. Voilà, coût de santé, coût écologique, coût de souveraineté, coût social. Parce qu'on voit très bien qu'il y a une pression pour réduire justement les inégalités. Et ça va devenir de plus en plus fort. Donc, on va arrêter d'avoir une inflation à 0,05. On va aller effectivement vers cette inflation peut-être légèrement supérieur à 2. C'est pas dramatique, au contraire, ça va donner peut-être un petit peu plus de souplesse dans pas mal d'endroits. Mais les banquiers centraux ont du mal à se dire, est-ce que je change véritablement de monde? Donc le soutien que j'ai aujourd'hui, est-ce que si je le retire, je vais faire tomber un certain nombre de mécanismes financiers qui vont casser la reprise et donc je vais tout casser? Et donc, comment je crée cet équilibre-là? La référence à 2008 d'ailleurs, parce qu'on sait maintenant à quelle vitesse, à quelle vitesse ça peut se casser. Exactement. Et pareil pour la référence d'ailleurs à 2011. 2011, c'est la crise grecque. C'est-à-dire qu'on est en avril 2011, au moment où Jean-Claude Trichet commence à dire « je vais remonter les taux », il les remonte en juillet 2011. La Grèce, le tsunami se déclenche le 4 août 2011. Il se déclenche un mois après. Et donc tout le monde a... C'est parce qu'il les a remontés qu'il se déclenche ? Ça a participé, ça a été la petite goutte qui a fait paniquer un peu tout le monde. Et une fois que la panique est arrivée, c'est quand même très très dur de stabiliser tout ça. Donc il faut arriver à la fois à normaliser... C'est un an après Mario Draghi ? Mario Draghi, c'est un an après. C'est un an après qui calme tout le monde, avec le fameux whatever. Exactement, c'est juin 2012 où il dit voilà, and believe me, it will be enough. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans la tête des banquiers centraux. Et donc, il faut qu'ils arrivent à trouver l'équilibre entre, en fait, comment on change de monde, y compris dans le monde des banquiers centraux. Comment on passe d'un endroit où je dis je veux surtout pas que la liquidité s'effondre et faire s'effondrer le crédit, à un monde où la liquidité est très importante. Et donc, il faut arriver à ne pas... Non, mais je comprends. À ne pas avoir des mécanismes inflationnistes qu'on regarde avec une espèce de dérision en disant mais tout ceci en fait n'existe pas. Non, ça existe. Ça n'est pas comme évidemment les mondes sont différents. On n'est pas comme en 1960-1970. Ça n'est pas vrai. Mais on crée pas mal de conditions pour que l'inflation remonte. Avec deux choses alors qui sont peut-être encore un peu plus inquiétantes. D'abord, c'est les divergences quand même là entre les zones, entre l'activité aux États-Unis et l'activité en zone euro. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que quand on voit d'ailleurs, enfin nous quand on regarde nos indicateurs chez Montpensier, les indicateurs de liquidité en zone euro sont encore extrêmement accommodantes. Les indicateurs de liquidité aux États-Unis sont à peu près en termes de dynamique, sont à peu près à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une phase où la liquidité est stable aux États-Unis, elle n'est pas en expansion, elle est encore en expansion en Europe parce qu'on a besoin de soutien. Donc la question, c'est comme la Banque centrale américaine, c'est comme la Banque centrale du monde, comment est-ce que la Banque centrale européenne va s'ajuster ? Parce qu'on sait que lors de la fameuse réunion qu'il y a tous les ans dans le Wyoming à Jackson Hole, les banquiers centraux se réunissent et la Banque centrale... C'est cet automne, ça c'est fin août. C'est fin août. Et à chaque fois, ils nous disent voilà ma nouvelle stratégie. Régulièrement, il y a ce genre de choses. On sait qu'on est préparé. Mais si effectivement les Américains commencent à alerter en disant il va quand même peut-être être temps pour nous de commencer à renverser un certain nombre de mécanismes, la Banque centrale européenne va devoir se positionner alors qu'effectivement, on n'est pas au même stade du cycle. En Europe, on n'est pas au même stade du cycle.
Les pressions inflationnistes, elles ne sont pas là encore en Europe. Hein. Tu sais, le truc que tu te dis, on n'était pas si mal en crise, en fait. En fait, le monde était simple. Le monde était simple à analyser. Mais oui. Le monde était simple. Et pour les financiers, le monde était simple à analyser. Il y avait des soutiens d'un côté, il y avait la pandémie de l'autre, tac, et on gère. Et on voit les équilibres. Et on imprime de la monnaie, et on y va, et tout va bien. Là, c'est devenu beaucoup plus complexe. Il va falloir s'adapter. Une question qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais le fait que ce soit 2 avocats qui soient à la tête et de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Hein. 2 avocats. Oui, tout à fait. Pas des experts de la politique monétaire. Pas des économistes. Pas des économistes, pas des experts. Pas des professeurs. C'est quoi? C'est une bonne nouvelle ou c'est une Parce que certains vont pouvoir dire, la fameuse phrase de Disraeli, je ne connais rien à l'économie, n'apprenez surtout pas. Voilà, mais donc on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle. J'en sais rien. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, les banques centrales sont devenues de plus en plus des outils politiques et il faut s'articuler avec les autres outils politiques. Et donc, il faut des coordinateurs qui soient capables de parler le même langage que les politiques et qui soient capables aussi de parler aux citoyens. Et donc, parler un langage purement d'économistes et de monétaristes, parfois, ça devient tellement ardu, tellement aride, qu'on a du mal à justement comprendre tout ça et à s'articuler. Aujourd'hui, la politique monétaire est tellement importante qu'elle a besoin d'une communication qui soit une communication parfaitement maîtrisée. Exactement, et coordonnée. Et donc ça, c'est, je pense, plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, il faut arriver à prendre les bonnes décisions rapidement. Et si on a des choses qui se déclenchent dans l'économie, si on a d'un seul coup un déséquilibre, par exemple inflationniste, qui se manifeste de façon forte, ces coordinateurs, ces chefs d'orchestre vont devoir prendre l'information très vite pour décider très vite. Ce que savaient très bien faire les précédents, en disant, Mario Draghi, c'était qui même me suive, donc de toute façon, je décide et derrière, tout le monde se tait. C'est pas du tout le style de Christine Lagarde, mais il va falloir ne pas perdre en efficacité. Et juste en quelques secondes, ce qu'on regarde dans ces cas-là, sont les salaires. Oui, exactement. C'est ça. C'est la pression salariale. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une boucle prix-salaire qui va s'enclencher? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas... Si on est en reflation, tout va bien. Si on est en mécanisme inflationniste, alors il va falloir effectivement faire quelque chose, tout en ayant quand même à l'esprit qu'on a un certain nombre d'inégalités qui se sont accrues pendant la crise, et donc il faut savoir gérer ça. Ça fait partie des équilibres à gérer. Il n'est pas question de dire les salaires commencent à monter, je casse tout. C'est impossible politiquement, et même d'un point de vue économique, ce serait une énorme erreur. Donc il faut qu'on conserve ça. Ça va pas être simple, mais le policy mix est en train de changer et les banquiers centraux font partie. Merci Wilfried. Avec plaisir. Wilfried Galland avec nous, on continue Bismart.